tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures du mois de septembre. Alors, ça va aller un peu plus vite que d'habitude puisque pour ce mois de septembre, je n'ai lu que 5 livres. La rentrée, la reprise du boulot en temps plein, en présentiel, avec quelques difficultés, ont fait que j'avais moins de disponibilité d'esprit et du coup j'ai un petit peu moins lu. C'est pas grave. L'avantage c'est que dans ces 5 lectures, il n'y en a qu'une qui est un petit peu mitigée. Toutes les autres, les 4 autres, étaient d'excellentes lectures. D'ailleurs, j'ai eu du mal à les classer puisque j'essaye de vous classer de la moins bonne à la meilleure. Franchement, j'ai eu du mal à les classer puisque les 4 se situent vraiment dans le haut de ce que j'aime lire et du coup, voilà, vous allez voir un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer. Voilà, on commence du coup par la première lecture qui est un petit peu mitigée. Si vous avez vu mon vlog la semaine dernière, vous savez un petit peu déjà. C'est une lecture que j'ai faite sur ma liseuse pour le challenge, le Disney Book Challenge auquel je participe. C'était dans le menu... J'ai un trou, je crois que c'était Aurore, il me semble. Je vous le confirme en bas si jamais je me suis trompée. Voilà, bref, cette lecture c'était... Je vais éviter de tourner la page avec mon doigt sans le faire exprès. La vilaine belle-sœur, qui est le tome 1 de la saga Les Contes inachevés, écrit par Aya Ling, est sorti aux éditions Bookmark, dans la collection onirique apparemment. Voilà, je ne sais pas si avec le reflet vous voyez bien. Bref, dans cette histoire, on suit Kat qui doit aller ranger des livres dans son grenier. Bref, par inadvertance, elle déchire un livre de contes et elle se retrouve projetée dans ce conte dans la peau de la vilaine belle-sœur dans le conte de Cendrillon, donc d'une des 2 vilaines belles-sœurs. Elle doit en fait, pour réussir à rentrer chez elle, accomplir le conte jusqu'au bout, c'est-à-dire que Cendrillon épouse le prince. Voilà. Alors, on va commencer par ce que j'ai le moins aimé. J'ai trouvé le point de départ, une fois qu'elle se retrouve dans le conte, un petit peu alambiqué. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux, le pourquoi elle s'est retrouvée là, voilà, bon. C'est un détail, on va dire. Ensuite, tout au long du roman, en fait, il y a des thèmes un petit peu difficiles à aborder, comme le féminisme, enfin la place des femmes dans ce conte, hein, qui fait un peu penser à l'Angleterre du XVIIe, enfin vous voyez, donc la place des femmes à cette époque-là, le travail des enfants aussi, donc c'était des thèmes durs, qui étaient intéressants, mais que j'ai pas trouvé appropriés, que j'ai trouvé que ça n'allait pas dans ce roman qui, dans sa globalité, était plutôt léger, et du coup les thèmes étaient un petit peu, pas survolés, mais quand même, et les passages un peu durs, ben, je trouvais qu'ils avaient pas leur place ici. Voilà, donc j'ai trouvé que ces thèmes-là étaient pas abordés de... Enfin, j'ai pas trouvé la façon d'aborder ces sujets-là, j'ai pas trouvé que ça collait avec l'ambiance générale du roman. Voilà, c'est un peu ça que je veux essayer de dire. Et la fin m'a laissé un petit peu perplexe. Voilà, c'était... Alors, elle colle bien hein, avec tout le déroulé de l'histoire. Elle colle bien, mais moi, elle m'a semblé un petit peu rapide et elle m'a laissé un petit peu sur ma faim. Pour ce qui est du conte en lui-même, je l'ai trouvé quand même très sympa. Il faut dire que j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Hein. Pour les côtés positifs, j'ai trouvé toute la partie conte très sympa. Il y a un peu un choc des cultures, puisque cette jeune fille qui vient de notre monde actuel se retrouve dans cet univers avec les femmes en corset, avec en robe longue, qui ont pas leur place auprès des hommes, etc. Donc vraiment un choc culturel assez impressionnant. Et du coup, ça donne des situations parfois un peu cocasses. Donc ça, c'était très très sympa à lire. Et il y a aussi le côté de la romance, puisque vous vous doutez bien qu'il y a de la romance là-dedans. Il y en a même plusieurs. C'était pas fabuleux, mais c'était ce qu'on attend en fait quand on lit un conte. Enfin, en tout cas, c'est ce que je m'attendais à lire en lisant ce conte. Voilà. Donc, vous l'avez compris, mon avis est plutôt mitigé par rapport à ces points aussi bien négatifs que positifs que je vous ai présentés.
Ensuite, je vais vous parler du coup d'une deuxième romance que j'ai lue pendant ce mois de septembre. Alors vous allez me dire, c'est exceptionnel. Pendant le mois de septembre, je n'ai lu que 5 livres et parmi eux, il y a 2 romances alors que ce n'est pas un genre que je lis particulièrement. Si vous avez vu mon point lecture du mois d'août, vous savez que j'ai terminé mon mois d'août avec une lecture très difficile pour moi qui est Les Enfants du Silence. Je ne me rappelle plus l'auteur, je vous mets tout en bas. Enfin, je vous mets même le lien, plutôt ici je crois, vers cette vidéo si jamais vous voulez voir. En tout cas, elle m'avait profondément bouleversée et du coup il me fallait quelque chose d'un petit peu plus doudou. Et c'est ce que j'ai trouvé dans cette lecture, qui est le tome 2 des Amants des Pierres Levées, donc intitulé Un Tomahawk pour Megumi, par Nadège Margot aux éditions Rainbow, qui est en fait une édition de chez Bookmark. Donc c'est un tome 2, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Alors on est dans un univers de fantasy où en fait 3 peuples se disputent une partie de terre en fait. Et chaque peuple a des caractéristiques de culture réelle. Donc il y a un peuple qui est plutôt celtique, il y a un peuple qui est plutôt asiatique et il y a un peuple qui est plutôt amérindien. Voilà, donc on a un petit peu ces 3 peuples qui se disputent le territoire. Et au milieu de ces peuples-là, vous vous doutez qu'il va y avoir des rencontres entre des peuples différents et ces rencontres vont amener des réflexions sur la tolérance, sur la compréhension des autres, tout autour, enfin, par le biais de romances. Donc là, on se retrouve avec un nouveau couple de personnages. Le premier roman suivait un couple en particulier. Ce deuxième roman suit un deuxième couple. Je pense que le troisième, puisque c'est une trilogie, va également suivre un autre couple. Et l'avantage, c'est qu'on découvre du coup des personnages avec leur culture. Un choc de culture entre chacun. On se comprend pas, donc on se fait la guerre. On essaye petit à petit de se comprendre, de découvrir l'autre tout simplement, et ça nous permet de découvrir des personnages hauts en couleur avec de forts caractères. Ils sont chacun très caractérisés, ils ont chacun leur personnalité. On voit leurs freins, on voit le pourquoi, on comprend pourquoi ils sont plus susceptibles de faire la guerre que d'essayer de s'entendre. Enfin voilà, il y a vraiment toute une réflexion au-delà de la romance qui est vraiment très intéressante, et la romance est vraiment très elle est pas, comment dire, elle est très bien faite, elle est pas ça tombe pas comme ça d'un coup, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Il y a toute une construction et c'est d'autant plus ça qui me plaît, parce que moi tomber amoureux du premier regard, ça me plaît moyennement. Faudrait vraiment que ça soit bien expliqué. Mais voilà. Donc ce roman remplit toutes ces cases qui me plaisent dans la romance pour moi, sachant, comme vous le savez, que je ne suis pas trop romance. Donc là, ça faisait le job, aussi bien parce que l'univers est très riche, du coup très diversifié, donc ça me plaît vraiment beaucoup. Les personnages à l'image de l'univers sont aussi très bien caractérisés, très diversifiés. Et voilà, ça fait un combo qui moi, m'a beaucoup plu, que j'ai lu dans un moment propice. Donc du coup, ça a été une lecture vraiment super géniale, au top. Le roman suivant dont je vais vous parler m'a énormément plu. Donc, je vais dire ça sur les 3 qui suivent, donc en fait. Et c'est un roman de fantasy que vous avez certainement vu passer. C'est L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os, de Andrea Stewart aux éditions Big Bang. Déjà, j'ai adoré le roman, l'objet livre, puisque vous voyez qu'il y a une couve vraiment superbe avec des petits reflets. Il y a une illustration à l'intérieur que je trouve vraiment très jolie. Et dans cette histoire, on suit Lynn, qui est la fille de l'empereur et qui, suite à une maladie, a perdu la mémoire. Donc elle a 17 ans, il me semble, et elle essaye donc de retrouver sa mémoire, et son père ne veut pas lui céder le trône tant qu'il estime qu'elle n'a pas récupéré suffisamment de cette maladie, donc notamment par rapport à sa mémoire. Elle est contrainte d'essayer tous les jours de se rappeler de son enfance, de son histoire,
pour essayer d'avoir une chance de monter sur le trône. Dans cet univers, la magie réside sur des éclats d'os qui sont prélevés chez les enfants à l'âge de 8 ans. C'est un petit morceau d'os qu'il aurait prélevé derrière l'oreille. Cette opération fait parfois des victimes, donc des enfants meurent. Et en fait, cette magie, l'éclat d'os sert en fait à animer des espèces de chimères créées par l'empereur. Et quand cette chimère est animée, elle pompe, on va dire, de l'énergie à l'éclat d'os, donc à la personne à qui l'éclat d'os appartient. Donc, sur le temps, forcément, ça réduit l'espérance de vie de la population. Donc on est dans cet univers-là, avec une ambiance du coup où le peuple gronde, où il y a un petit peu des rébellions, voilà, puisque bien sûr cette magie sacrifie des gens, forcément. Et voilà. On est dans un roman choral, donc on suit Lynn, mais on suit également d'autres personnages. J'ai aimé chacun d'entre eux pour différentes raisons. J'ai trouvé du coup qu'ils étaient tous très bien construits, qu'ils avaient tous un background assez intéressant. Alors pas tous, non. Il y en a certains où on n'a pas encore découvert leur passé, donc on n'en sait pas grand-chose. Mais on découvre chacun leur caractère, on découvre chacun leur aspiration, et chacun amène sa petite pierre à l'édifice, et surtout chacun amène un mystère dans le roman. Ils ont tous quelque chose, soit dans leur passé, soit dans leur présent, qui nous rend curieux, enfin en tout cas qui, moi, ont attisé ma curiosité. Il y a quelques réponses à la fin de ce roman, mais pas toutes, loin de là. Du coup voilà, il y a vraiment une... Enfin, moi, j'ai trouvé que l'autrice entretient vraiment le mystère et nous lance des pistes. Moi, je me suis accrochée à plusieurs pistes. J'ai fait tout faux presque à chaque fois. Il y a vraiment de quoi faire, de quoi réfléchir sur l'histoire, de quoi réfléchir sur les personnages, sur qui ils sont vraiment. Et j'ai trouvé ça passionnant, je me suis régalée. Alors en plus de cet univers qui est particulièrement riche, de ces paysages parce qu'on parcourt, on voyage avec certains personnages, on part sur la mer, on se retrouve sur plusieurs îles, enfin voilà, il y a vraiment du voyage, il y a vraiment du décor qui est très bien retranscrit, en tout cas moi j'ai trouvé. Il y a plein de mystères. Voilà, et il y a des personnages aux différents caractères qui sont très attachants, et voilà, pour moi c'est un combo parfait et je me suis vraiment régalée à lire cette lecture. J'enchaîne du coup avec mon avant-dernière lecture du mois de septembre, qui était d'ailleurs plutôt ma dernière lecture, mais c'est l'avant-dernière que je vais vous présenter. C'est un roman de chez Albin Michel, Imaginaire, pour lequel je me suis régalée. C'est de la fantaisie encore une fois. Ce n'est autre que Les Maîtres en Lit mineurs, le tome 1 de Robert Jackson Bennett, donc aux éditions Albin Michel Imaginaire. Dans cette histoire, on suit Cynthia, qui est une voleuse et qui a une petite particularité, c'est qu'elle entend les enluminures. Il faut savoir que dans cet univers, la magie réside dans les enluminures, donc on a des enlumineurs qui, par leur système de magie, arrivent à animer des objets. Cynthia a la possibilité, a la capacité de sentir les objets et de les entendre chuchoter. Elle va être embauchée, en gros, pour aller voler un objet qui peut changer complètement le système de magie de l'enluminure. Voilà, je vous la fais courte. J'ai adoré Cynthia, qui est le personnage principal. On la découvre donc tout de suite, on est tout de suite dans le vif du sujet, on rentre directement dans l'action, on n'a pas le temps de souffler, donc dès le début. J'ai dévoré les 4 premiers chapitres tout d'un coup. Après, comme je vous disais, j'ai eu un mois un peu difficile en lecture, donc j'ai eu du mal après à m'y remettre. Pas parce que je me régalais pas, puisque le roman, je me suis régalée, mais vraiment, voilà, parce que j'avais pas tout à fait cette tranquillité d'esprit qu'il me fallait pour lire. Ça m'a permis de le lire moins vite et d'en profiter et de le savourer. Donc, j'ai adoré, donc je vous disais, Cynthia, qui est une jeune fille de 17 ans, qui a appris à vivre pour survivre plutôt, et du coup elle a vraiment une façon de voir les choses, une façon de gérer les choses qui est vraiment intéressante à découvrir, et du coup j'ai adoré ce personnage. Il y a tout un panel d'autres personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils ont chacun leur petit caractère, chacun leur but.
chacun leur façon de parler, c'est-à-dire que même dans les dialogues, c'était hyper savoureux parce que on avait des dialogues vraiment très bien construits par rapport au caractère des personnages. Donc ça, j'ai adoré. On a des rebondissements, on a des temps calmes, mais on a aussi pas mal de rebondissements, des retournements de situation. Moi, il y en a plein que j'ai pas vu venir. Et voilà, ça fait tout un mixte, sans compter que la magie utilisée est hyper originale, très complexe. Alors il y a parfois des passages où on essaye de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est pas toujours évident à lire, mais franchement, c'est pas du tout gênant pour comprendre le roman, c'est pas du tout gênant pour se régaler à lire ce roman. En tout cas pour moi, ça m'a pas du tout gêné. J'ai aimé essayer de comprendre. Parfois j'y suis arrivée, parfois non. C'est pas grave, ça m'a pas empêché, voilà, comme je vous disais, de me régaler. Donc voilà, c'est vraiment une panoplie de personnages. Alors par contre, l'univers en lui-même est pas tellement original, mais c'est vraiment cette magie, enfin en tout cas moi, que j'ai trouvé très originale et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai lu. Pourtant j'ai lu beaucoup de romans fantasy et c'est pas quelque chose que j'ai déjà lu. Et du coup, ben voilà, tout ça combiné, ben c'est un roman que j'ai trouvé excellent et que je vous conseille vraiment très fortement. Le dernier roman que je vais vous présenter est encore un Albin Michel imaginaire. Franchement, j'en ai lu 2 de cette maison d'édition, c'est les 2 premiers, je débute à peine. Et je dois dire que j'ai tombé juste pour les 2, je me suis régalée les 2 fois. Celui dont je veux vous parler maintenant, ce n'est autre que La troisième griffe de Dieu d'Adam Troy Castro, pardon. Donc, comme je vous disais, aux éditions Albin Michel Imaginaire, que je remercie très sincèrement puisque ce roman m'a été envoyé en service presse. Je dois dire que double émotion, non seulement j'ai adoré ce roman, mais en plus c'était mon tout premier service presse, donc autant dire que voilà, mon petit cœur a battu la chamade pendant un petit moment. Donc c'est un tome 2, le premier tome s'intitulait Les émissaires des morts et je l'ai lu également, je vous mets ici le petit lien vers mon point lecture dans lequel je vous en parle. J'avais déjà adoré cette lecture mais je crois que celui-là je l'ai encore préféré. Dans ce premier tome, donc en fait dans tous les tomes, on suit Andrea Corte qui est procureur pour on va dire la communauté humaine dans la galaxie. Et elle se retrouve dans le premier tome envoyée pour une enquête sur une espèce, alors c'est pas une planète, mais sur un système, on va dire, qui est régi par des intelligences artificielles. J'ai trouvé ce tome 1 super intéressant, j'ai adoré Andrea Corte qui est un personnage hyper complexe, hyper bien construit, vraiment hyper intéressant. Mais voilà, il y a eu des passages où j'étais un petit peu où j'ai trouvé que c'était un petit peu flou, enfin un petit peu abstrait pour moi, mais franchement, je me suis régalée quand même. Celui-ci est encore meilleur, à mon avis, bien évidemment. On retrouve donc Andrea Corte. L'auteur a vraiment assuré avec ce personnage parce que on sent vraiment son évolution. C'est un personnage hyper complexe qui a été façonné par les épreuves et dans ces 2 tomes, l'évolution est impressionnante et extrêmement bien faite. Très cohérente et du coup rien que de suivre l'évolution de ce personnage, rien que ça c'était déjà passionnant. Ensuite on se retrouve ici donc avec Andrea qui est invitée par la famille, alors j'ai oublié le nom, Bethline, sur sa planète, et pour pouvoir rejoindre la planète ils doivent prendre un espèce de gros ascenseur, vous voyez un petit peu sur la couverture, donc qui suit un câble jusqu'à la planète. C'est un endroit, comme la descente dure très longtemps, où on peut vivre. Donc il y a un certain nombre de personnages, aussi bien du personnel que des invités, etc., qui descendent dans l'ascenseur pour se rendre sur la planète. Il va y avoir un problème, l'ascenseur va rester bloqué et il va y avoir un assassinat. Et Andrea va donc enquêter sur cet assassinat. On est vraiment dans un style Agatha Christie, vous voyez, un petit peu huis clos, où tous les personnages se retrouvent ensemble et on va, en fonction des réactions, des réponses des personnages à certaines interrogations, en fonction de ce qu'on sait qu'ils ont fait, ce qu'on pense qu'ils pensent, etc. On avance petit à petit dans l'enquête et on essaye, avec Andrea, de découvrir qui est le ou les coupables de ce meurtre. Et ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, ou voilà. Et c'est
c'est passionnant de pouvoir suivre cette enquête en huis clos, du coup, avec Andrea. Et d'autant plus que on a différentes pistes. Moi, j'avoue que jusqu'à la fin où où Andrea commence à dévoiler sa pensée, je n'avais pas du tout imaginé le dénouement. Il faut savoir que dans ce roman, il y a une partie roman et il y a ensuite une nouvelle. Donc tout ce roman est vu par Andrea, hein, c'est lu à la première personne, hein, donc c'est Andrea qui raconte l'histoire, enfin on est dans la peau d'Andrea, il me semble, tout le long. Oui. Et donc la nouvelle qui est à la fin, elle, est vue d'un autre personnage, donc c'est une mini-suite, on va dire, mais du coup on découvre Andrea par un œil extérieur. Donc c'était intéressant, même si la nouvelle n'était pas fabuleuse, et peut déstabiliser certains, puisque justement on voit plus l'histoire de son regard à elle. J'ai lu ce roman en lecture commune avec les copains, et effectivement il y en a certains qui ont été un petit peu déstabilisés. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très intéressant de découvrir Andrea par un regard extérieur. Voilà. Bref, je peux pas vous en raconter tellement plus. Je me suis régalée avec cette lecture. J'ai trouvé que l'auteur combinait parfaitement science-fiction et enquête en huis clos. C'était vraiment un très bon combo et qui a fonctionné à fond avec moi. Et j'espère qu'il pourra sortir le 3e tome, puisqu'il y a un 3e tome, mais la sortie n'est pas encore annoncée. Donc on verra. Il y a une fin, les 2 tomes se suffisent à eux-mêmes, c'est pas obligatoire, mais franchement, moi j'ai tellement adoré ce personnage d'Andrea Corte que je serais ravie de la retrouver dans un 3e tome. Voilà, j'ai un petit peu bafouillé pendant ce point lecture, j'en suis désolée, je filme le soir après le travail, comme vous savez maintenant, et du coup c'est toujours un petit peu compliqué d'être bien dans le bain et de ne pas être submergé par la fatigue et dire un peu n'importe quoi, donc j'ai un petit peu bafouillé, mais bon, vous avez l'habitude maintenant, c'est souvent le cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de lire un de ces romans. N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire, savoir s'ils vous intéressent, si vous les avez déjà lus, s'ils vous ont plu, pas plu, etc. Comme d'habitude, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager si elle vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!